De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Raphaël Goma, enseignant-chercheur, Blaise Eyoum, psychothérapeute et chef d'entreprise, et Monsieur Mpako Auguste, professeur d'université qui vient de nous rejoindre. Ouvrons à présent un autre grand angle économique. Vers une réduction des salaires des fonctionnaires au Gabon, les agents publics dont le salaire est compris entre 650 000 et à plus de 2 millions de francs CFA se verront taxés à hauteur de 5 à 15%. Cette taxe dénommée contribution sur les hauts traitements des agents publics vise, selon le gouvernement, à réduire la masse salariale. Nelly Bessa. Les fonctionnaires gabonais considérés comme percevant de hauts revenus sont invités à la solidarité. En effet, le pays pourrait bientôt faire adopter au Parlement la loi portant contribution de solidarité sur les revenus visant à prélever de 5 à 15% du salaire brut des agents dont l'émolument est à partir de 650 000 francs CFA. Concrètement, les fonctionnaires touchant entre 650 000 francs CFA et 1 500 000 francs CFA seront taxés à hauteur de 5% de leurs revenus, ceux se situant entre 1 501 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA devront laisser 10% de leurs revenus dans les caisses du trésor public. Enfin, ceux touchant 2 millions 1 francs CFA et plus devront contribuer à hauteur de 15%. Aujourd'hui, il s'agit pour le Gabon, qui sort progressivement d'une conjoncture difficile, d'aller un peu plus loin pour travailler sur les points faibles structurels de son économie. Il faut comprendre cet effort qui est demandé aux fonctionnaires comme devant aider à la réduction des déficits. Ce prélèvement obligatoire devrait toucher 28% des 105 851 agents publics répertoriés lors du recensement de juillet 2018. Si la solidarité des fonctionnaires est mise en avant, la contribution de solidarité sur les hauts revenus vise en réalité à réduire la masse salariale estimée à 709,8 milliards de francs CFA en 2018. C'est une mesure macro, mais qui aura un impact microéconomique sur le pouvoir d'achat des individus visés. Effectivement, ces personnes-là verront une partie de leurs ressources amputées, mais l'effort global que l'État a à faire au niveau de sa masse salariale va être réduit. Un impôt de plus pour les fonctionnaires gabonais à mettre à l'actif des mesures d'austérité prises depuis juin 2018 par les autorités gabonaises afin de rationaliser les finances publiques. Alors, c'est une nouvelle mesure à ajouter à l'actif des mesures d'austérité entreprises au Gabon depuis 2018. Comment les recettes de cette taxe de la solidarité sont utilisées selon vous, Monsieur Eyoum? D'abord, c'est tout nouveau. Le Gabon traverse une crise maintenant depuis quelques années et a fait appel notamment à la Banque mondiale, au FMI, à l'Agence française de développement, pour, quand les relations étaient encore très bonnes d'ailleurs avec la France, pour faire face à ces difficultés à payer ses fonctionnaires déjà, parce que c'était ça ce problème, avec une masse salariale relativement importante. On parlait de 700 milliards de francs CFA, qui est quand même quelque chose de relativement très important. Et les premières mesures à prendre dans des situations de crise, pourquoi cette crise? Il y a eu la baisse du cours du pétrole à un moment donné, donc qui est une ressource essentielle pour le Gabon, qui n'a pas une économie très diversifiée, qui compte beaucoup sur ses matières premières, manganèse et autres matières premières, mais qui n'a pas une agriculture très développée pour l'instant, donc essentiellement basée sur ces matières premières fortes. Et quand ça baisse, et forcément, le coût de vie baisse. Par contre, c'est un petit pays quand même, hein, qui n'a qu'un million. Les chiffres sont discutables entre qui donne l'argent dira 1 million, 1,5 million, et qui n'en donne pas dira à peu près 1 million, qui reste un petit pays dont le PIB est élevé et dont les fonctionnaires avaient déjà de très bons salaires pour la zone de l'Afrique centrale, mais avec un coût de vie aussi élevé. Parce que le coût de vie à Libreville reste élevé. Beaucoup de choses sont importées. Je parlais d'une agriculture qui est, on ne va pas dire sous perfusion, mais qui est surtout aidée par des pays voisins, notamment le Cameroun, qui est un pays qui envoie un certain nombre d'aliments vers le Gabon, qui sont plutôt acheteurs de ce côté-là, mais qui ne sont pas plus producteurs
spécifiquement hein, de ces produits de première consommation et qui importent, comme beaucoup de pays africains, par défaut d'industrialisation chez eux, un certain nombre de produits de première nécessité. Et donc, ça fragilise l'économie gabonaise. Ouais. Quelle était la sortie? Il y a plusieurs pistes. Ils ont choisi celle-là de niveler par le haut. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour ne pas casser aussi le pouvoir d'achat des petites personnes, des petites, on va dire, petites gens sans être... Paco, je vois que vous voulez réagir. Écoutez, enfin, c'est dommage un peu qu'on n'apprend pas beaucoup du passé, parce que quand j'entends qu'on baisse les salaires pour réduire les déficits, on voit bien l'objectif qu'on croit mécanique entre baisse des salaires et réduction des déficits. Or, il y a un certain nombre de pays africains qui ont appliqué cette mesure dans le passé, cela n'a pas conduit à la réduction des déficits. Et il y a un certain nombre de pays dans le monde qui ont utilisé cette mesure. C'est une mesure facile qui montre que le Gabon, en tout cas les autorités, auraient mieux fait de creuser un peu plus pour trouver la solution à déficit. Et je ne suis pas convaincu que la baisse des salaires fût-elle uniquement celle des hauts revenus. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que vous avez 1,5 million à Libreville que vous avez une situation forcément confortable. Mon voisin parlait du coût de la vie qui est très élevé. Donc, ces personnes-là, ça va faire pour elles une forte réduction du pouvoir d'achat qui va faire baisser la commande et puis qui va entraîner d'autres problèmes. En général, ça entraîne souvent des problèmes de corruption, puisque les personnes aussi qui vont perdre vont essayer de remplacer. Et là, on parle de la fonction publique. Or, on sait qu'elle est souvent prompte à essayer de trouver les moyens pour compenser. Pour garder le niveau de vie des individus. Donc, à mon avis, ce n'est pas la meilleure solution. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Je ne pense pas qu'on puisse baisser les salaires des gens. Je crois qu'on doit être dans une situation de relever les salaires des démunis pour pouvoir leur permettre un pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, le levier, ce n'est pas parce qu'on aura, disons, ponctionné, je ne sais pas, ils sont combien les fonctionnaires qui touchent plus de 650 000. Ce n'est pas ça qui va réduire la dette. Je crois qu'il faut trouver d'autres leviers. Il faut qu'ils développent le secteur privé. Parce que souvent, dans ces États, souvent l'État est, disons, comment dirais-je, le promoteur essentiel. Et souvent les gens se ruent dans la fonction publique. Non, il faut diversifier l'économie, comme a su le dire Blaise, parce qu'ils se sont, disons, ils avaient une économie de rente sur le pétrole, le manganèse, mais ils ont connu la baisse à partir de 2014, dès que le prix du baril commençait à chuter. Et ces pays se sont retrouvés quasiment dans la faillite, je dirais. Et c'est le cas de tous ces pays qui dépendent du pétrole. Et aujourd'hui, bon, le FMI, ils ont fait appel au FMI. Le FMI leur donne des mesures que j'appelle des mesures un peu difficiles, donc réduire la voilure de l'État. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé mieux? C'est peut-être réduire les salaires de, je ne sais pas combien ils sont, peut-être 300... non, ils ne sont même pas 20 000. Donc voilà. Et qu'est-ce que cela apporte? C'est symbolique, c'est du saupoudrage, moi j'appelle ça. Je pense que le mieux, c'est de chercher d'autres leviers économiques qui leur permettront au niveau de la macroéconomie de pouvoir, privé, bien sûr, de pouvoir ajuster leur budget. C'est mon point de vue. Parce qu'en effet, le Gabon compte environ 100 000 fonctionnaires pour une population de pratiquement 2 millions d'habitants. Et en gros, c'est quand même 59%. Aujourd'hui, d'ailleurs, 60% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ils ont peut-être plus de 20% de chômeurs par rapport à, disons, à la population active. C'est un pays curieux quand même. Voilà, c'est curieux. C'est un pays qu'on a appelé le Koweït. Que c'est un pays qui a peut-être un niveau de vie nettement meilleur par rapport à ses voisins, mais le Gabon, c'est un pays qui n'est pas peuplé, donc qui peut être à mesure d'avoir, disons, des conditions de vie sociales nettement meilleures par rapport aux revenus du pays. Je crois que pour moi, c'est un peu fuyant d'aller tout simplement taxer, disons, les revenus des fonctionnaires. Des hauts fonctionnaires. Comment est-ce que justement cette taxe-là pourrait impacter les fonctionnaires justement qui ne gagnent pas autant? Est-ce qu'il y a une redistribution qui est prévue ou pas? En tout cas, votre reportage ne le dit pas. Aujourd'hui, on sait, et là, il faut quand même, pour l'instant, regarder d'abord les faits. Lorsqu'on regarde depuis 2011, je regardais les statistiques de la Banque mondiale, quand on regarde le PIB par tête 2011, où le Gabon avait le PIB par tête le plus élevé, depuis 2011, on a vu qu'il a baissé de 44%. Or, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent connaître une telle baisse sans prendre des mesures. La difficulté, c'est qu'ils ont peut-être attendu trop longtemps
longtemps. Il fallait bien engager le processus avant. Et là, à mon avis, malheureusement, les pays africains font souvent ça. Ils font appel à la Banque mondiale, au FMI. En réalité, à ma connaissance, ces institutions n'ont résolu aucun des problèmes des pays africains. Donc, nulle part dans le monde. Du coup, il faut réfléchir pour trouver des solutions internes. Cette mesure, justement, est qualifiée de mascarade par Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, une coalition syndicale au Gabon. Son principal exemple, c'est le gouvernement qui compte 38 ministres et des postes qui devraient être supprimés dans les ministères, mais qui ne le sont pas. C'est le paradoxe de ce type de pays. Il nous l'a dit tout à l'heure, c'est le pays qui vit de rente et qui crée une administration surdimensionnée. Alors 38 ministres pour alors 2 millions on a 100 000 fonctionnaires. Oui. 100 000 fonctionnaires, c'est-à-dire on est pratiquement 20% de la population qui travaille dans la fonction publique. C'est énorme. Il faudrait quand même imaginer autre chose dans ce type de pays. Je redis, il m'a dit M. Mpako tout à l'heure, c'est quand même un pays qui avait un PIB en 2011 au-dessus de la moyenne de tous les pays africains déjà, mais classé parmi les plus grands pays du monde, qui a été appelé le Koweït d'Afrique, parce que dégageant au moment où le pétrole était à son plus haut niveau, pour un pays qui comptait à l'époque moins d'1 million d'habitants, il n'y a pas de raison que le Gabon soit dans cette situation. Aucune raison. Même sur son développement intérieur, il aurait pu faire au niveau des infrastructures et de la création d'entreprises locales. Voilà. Mais il a décidé de mener une politique les yeux fermés vers des investissements aveugles, plutôt à l'étranger par des enrichissements personnels, toute l'équipe autour du président et l'armée qui s'est bien enrichi. Aujourd'hui, le Gabon traverse une crise parce qu'il n'a pas préparé la suite. On voyait très bien le coût du pétrole baisser. On pouvait s'imaginer qu'on manquerait de ressources à un moment donné. Se tourner vers la Banque mondiale, c'est une faiblesse. Ils n'ont jamais aidé personne. Le FMI, c'est une faiblesse. On n'a jamais aidé un pays à part des mesures de développement d'une banque. Aucune. Ça n'a jamais existé, ça. L'Afrique... Oui, on attend d'un pays à difficulté qu'il prenne des mesures globales. Et là, quand on apprend qu'on va baisser les salaires d'une catégorie de la population, on voit bien qu'on n'a pas réfléchi globalement. Là, effectivement, le pays est en difficulté, donc on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas agir. Simplement, dans ces réflexions globales, des mesures globales, là vous avez évoqué un pays qui a 38 ministres. Quand on voit des grands pays qui ont une activité administrative dense avec un nombre de ministres, quand vous regardez l'Allemagne qui dépasse à peine 12-15 ministres, on ne comprend pas pourquoi au Gabon on aurait besoin de 38 ministres. Chacun peut comprendre qu'une dizaine de ministres dans les postes clés, les postes régaliens, suffisent. Et donc il y a là des endroits où on peut faire des économies pour réfléchir à comment remettre l'économie globale d'aplomb. Le qualitatif sur le quantitatif, François. Monsieur Goma, vous parliez justement du secteur privé. Comment est-ce que le secteur privé peut s'insérer dans ce processus-là pour aider justement le Gabon à relever son économie ? Disons qu'en fait, le secteur privé souvent est le plus mal loti, notamment les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que les banques ne prêtent pas. Les banques ne leur donnent rien, alors que c'est des petites et moyennes entreprises qui peuvent faire que cette économie puisse aller vers l'avant. Tantôt, on parlait du Sénégal, qui n'avait pas de pétrole, qui vient de découvrir le pétrole. Mais on a vu que le Sénégal a su diversifier son économie. Ils ont quoi? Ils ont la pêche, ils ont l'agriculture, et puis le tourisme. Voilà les secteurs qui font du Sénégal un pays où l'on vit mieux qu'au Gabon, disons-le, alors que le Gabon a des richesses naturelles. Mais tout simplement, il faudra mettre le paquet sur... Parce qu'il y a des talents dans ces pays-là. Il y a des gens qui veulent entreprendre. Mais malheureusement, lorsqu'on veut mener une action économique, généralement, les politiques de ces États se tournent beaucoup plus sur des pays tels que la Chine. On veut construire une route. Bon, c'est bien, on va faire appel à la Chine, parce que peut-être que la Chine viendra avec ses capitaux. Mais il y a aussi des opérateurs nationaux, locaux, qui peuvent faire ces choses-là. Pour peu qu'on leur donne les moyens de le faire. Et ils pourront embaucher aussi des jeunes qui sont en chômage, et peut-être des jeunes aussi qui sont mieux formés, parce qu'il y a des jeunes qui sont formés qualitativement et qui ne peuvent pas travailler parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Je crois que le secteur privé peut venir en aide à l'État qui est en souffrance aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que les mesures que l'on vous
bon, disons que c'est juste pour... c'est des mesures que moi j'appelle... comment dirais-je, du saupoudrage. Du saupoudrage, je l'ai dit tantôt. Mais je crois que non, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Le Gabon a un potentiel économique qui lui permet de décoller et qui lui permet de nourrir les Gabonais. Parce que les Gabonais souffrent, il a dit. Les denrées alimentaires ont augmenté au Gabon. Ça, il ne faut pas qu'on se voie la face. Et le Gabon ne produit pas assez. Le Gabon, pardon, est tributaire des autres pays tels que le Cameroun. Oui. Et donc, du coup, il faudra mettre l'accent sur l'agriculture, il faudra mettre l'accent peut-être sur la pêche, il faut diversifier l'économie. Il faudra donner des moyens aux petites et moyennes entreprises qui peuvent faire que le Gabon puisse en sortir. Voilà mon point de vue là-dessus. Alors, il y a une autre mesure qui a été prise par le gouvernement, la réduction de 50% de la main-d'œuvre non permanente, une catégorie d'agents publics estimée à 30 000 personnes qui coûtent en moyenne 32 milliards de francs CFA par an à l'État. 15 000 personnes vont devoir quitter le programme. On parle d'un pays où il n'y a pas de... le gouvernement ne propose pas d'allocation chômage. Comment ça se passe justement pour ces 15 000 personnes-là qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans moyen de nourrir leur famille, on va dire ça comme ça? Vous savez, dans ces pays-là, généralement, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Dans ces pays, il n'y a jamais eu de mesures d'accompagnement. Bon, il est vrai que dans ces pays-là aussi, la fonction publique est pléthorique. Souvent, on appelle le cousin, le neveu, ainsi de suite, qui n'est même pas, parfois, qui a un poste où il ne fait rien. Je crois qu'à un moment donné, il faudra effectivement prendre des gens qui sont actifs et qui peuvent rendre service. Maintenant, les mesures d'accompagnement, je ne sais pas, ils ont quand même un service, un ministère de, disons... De l'emploi et puis d'action sociale, quand même, de la solidarité. Donc peut-être ils vont trouver des moyens pour essayer de compenser cela. Je pense que le Gabon découvre, M. Mpako va peut-être prendre... Oui, non, mais je voulais simplement indiquer que pour le Gabon, c'est peut-être l'occasion de tout mettre à plat. Tout à fait. En réalité, ceci montre l'une des difficultés qu'ont nos États, c'est la place de la fonction publique, la place de l'État. Cette place est énorme, elle est totalement disproportionnée et elle devient un problème. Donc aujourd'hui, avec ces difficultés, voilà 15 000 personnes qui seront sur le carreau, sans doute d'autres peut-être par la suite, peut-être que on a là une occasion pour réfléchir à quelle est la bonne dimension de l'État. Mais ne plus percevoir la fonction publique comme le Saint Graal, parce qu'en gros, c'est ça qui se passe. Tout à fait, effectivement. Mais parce que c'était le moyen, via la rente pétrolière, de nourrir des gens et de ne pas les inciter à travailler réellement, travailler la terre. Le Gabon n'est pas isolé dans ce cas. Le Congo-Brazzaville a connu aussi une période aussi difficile. Ils connaissent encore cette... Voilà, parce que ces deux pays, et même ce qu'on retrouve aujourd'hui en Guinée équatoriale, sont des pays dont l'essentiel de l'économie a été basé sur le pétrole, la rente pétrolière. Et ça fragilisait leurs concitoyens dans le sens où personne n'allait plus dans l'agriculture, d'aller chercher à produire par la terre, puisque la manne pétrolière rapportait de l'argent de façon déclinée. Quand vous avez 100 000 fonctionnaires, les 100 000 entretiennent 1,5 million de personnes derrière. Donc on ne ressent pas la crise. Au Gabon, on n'avait pas connu. Ils découvrent aujourd'hui, depuis 8 ans maintenant, une grosse crise qui est d'ailleurs venue s'accentuer avec le problème de la crise électorale. Lorsqu'il y a eu la réélection du président Bongo, l'économie s'est encore enlisée un peu plus par le fait qu'il y a eu des grèves, il y a eu des blocages d'entreprises. Et tout le monde, ils sont affectés à tous les niveaux. Et donc à tous les niveaux, le Gabon s'est mis à souffrir. Et aujourd'hui, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être qu'ils vont donc être obligés face à cette situation, au lieu d'attendre des aides qui ne les aideront pas, parce qu'ils s'endetteront davantage à des taux très importants, et pour des années, il vaudrait mieux qu'ils diversifient leur économie et que ceux qui sont aujourd'hui dans la panade, les 15 000 personnes qui vont se retrouver en difficulté, qu'elles fassent preuve de génie pour créer le tissu économique. Je ne vous donne pas l'exemple camerounais pour dire que c'est un exemple qui est une référence en Afrique. Oui. Mais le voisin camerounais, dans les mêmes difficultés, avec des différences, a quand même un tissu où, même quand il y a une crise, il y a énormément d'emplois de petites mains
qui travaillent. On parle par exemple comme des bensikins, c'est un terme des mototaxis que vous trouvez dans beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, et d'autres emplois de petites mains qui sont dans l'informel, évidemment pas taxés, mais qui permettent aux gens, malgré leur parcours scolaire, parce qu'il y en a qui sont diplômés des universités, mais qui, faute d'emploi, se sont retrouvés donc dans des situations de petits emplois de ce type qui permet à l'économie camerounaise en particulier, par exemple, de vivre. Le Gabon va peut-être, au lieu de rester fonctionnairisé comme ça, va peut-être aussi connaître ces moments où il faudra trouver par les petites et moyennes entreprises un moyen de s'en sortir. Et il faut dire aussi que dans ces pays-là, c'est une culture. Les gens se disent, je finis mes études, je rentre dans la fonction publique. Je crois qu'il faudra qu'on éduque les populations en leur disant que la fonction publique, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une fin en soi. Vous trouvez, par exemple, dans les ministères, des ingénieurs agricoles, agronomes. Mais leur place, ce n'est pas dans les ministères. Leur place, c'est sur le terrain. Donc, c'est des aspects, en fait, c'est des tares que nous traînons depuis des années et dont il faudra qu'on enlève dans le subconscient des populations. Là aussi, enfin, vous évoquez ce cas-là qui est emblématique, c'est parce que la fonction publique a des privilèges qui ne sont pas dus. Et du coup, quand vous avez un ingénieur agronome, lorsqu'il fait ses champs et qu'il gagne beaucoup moins qu'un fonctionnaire, vous savez qu'il a vite fait de choisir la facilité. Donc aujourd'hui, on a l'occasion pour remettre tout ça à plat. Le Gabon rentre dans une période de difficulté, et pas seulement à cause des problèmes à la tête de l'État, des problèmes de santé du chef de l'État, mais en réalité des problèmes économiques qui font qu'ils doivent saisir cette occasion pour remettre leur modèle à plat. Mais mettre cela à plat ne va pas seulement du haut sommet, cela suppose une concertation nationale, c'est-à-dire faire asseoir toutes les populations gabonaises, aussi bien la société civile, disons les hommes politiques, et qu'ils réfléchissent comment faire de sorte qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers, parce que ça ne viendra pas d'en haut de dire, bon voilà, nous avons décidé cela. Il y a les populations, il y a la société civile qui a aussi son mot à dire sur comment faire rebondir le Gabon. Je crois que moi j'ai toujours pensé qu'une concertation nationale est toujours nécessaire pour qu'on mette les choses à plat et rebondir dans une nouvelle dynamique. Mais la crise électorale post-électorale ne favorise malheureusement pas une concertation nationale actuelle au Gabon qui est très divisée. L'état de santé du président gabonais actuel accentue la division parce que l'exemple algérien nous donne des velléités ici et là pour les présidents qui gardent le pouvoir alors qu'ils ne sont plus en état de diriger vraiment leur pays. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, malheureusement pour le Gabon, si on continue dans cette voie-là. Une crise économique risque, avec une crise institutionnelle, compliquer l'avenir de ce petit pays qui était pourtant une référence en termes d'économie, même si elle n'était pas diversifiée, mais qui avait quand même un revenu par habitant assez important du fait de cette manne pétrolière dont on a parlé tout à l'heure. Malheureusement, si le Gabon ne se regarde pas vraiment en face, il risque de traverser une crise très difficile, d'autant plus que la CEMAC, la zone même dans laquelle le Gabon se trouve, est également en difficulté, économiquement parlant. Donc il n'aura même pas de locomotive pour l'entraîner, parce que ces pays, le Tchad, le Cameroun, se débrouillent par eux-mêmes pour déjà s'en sortir. La Centrafrique est en grande difficulté. Donc le Congo, on en a parlé tout à l'heure, la Guinée équatoriale. Bon. Donc on voit bien que le Gabon, s'il ne se ressaisit pas très rapidement, risque de traverser une période très très longue avec cette complication politique en plus. Mais en fait, tout ceci pose un problème de gouvernance. En gros, parce que lorsqu'on regarde, parce que vous avez cité tous ces pays-là, mais regardez le potentiel économique naturel qu'ils ont. Et donc, alors que d'autres pays s'en sortent à leur place, qui n'ont pas autant de richesses naturelles, donc il y a un problème de gouvernance qui se pose. C'est une particularité de l'Afrique centrale, malheureusement, dans toute l'Afrique aujourd'hui, où effectivement, quand on traverse ces pays, la majorité de ces présidents ont plus de 25 ans au pouvoir, sans des résultats très probants, et s'y accrochent, alors qu'on voit les économies exsangues et une corruption comme nulle part ailleurs dans ces pays-là. Lorsque les revenus essentiels, le Tchad a connu sa période pétrolière également, et on a vu ce qu'ils ont fait de leur argent. Ils auraient pu encore davantage en profiter, bien que Djamena se soit un peu développé. Mais globalement, si ces pays ne travaillent pas, parce que c'est des pays immensément riches, l'Afrique centrale est une zone, c'est un scandale géologique. Le Gabon a une forêt immense, a des ressources naturelles et minières importantes, mais 2 millions d'habitants à nourrir, mais c'est un scandale. C'est vraiment un scandale, c'est vraiment de la malgouvernance. Un problème de gestion et de malgouvernance en soi.
Alors sur ce, nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de votre émission.